Alors, bonsoir à vous tous, chers amis. Je reviens ce soir. Alors, ce soir, je reviens pour partager avec vous une lecture. On va prendre un peu de temps. Je profite, les enfants dorment. C'est vendredi soir. Donc, il y a des choses sympas. Et j'avais légèrement lu ce livre que j'avais déniché pour 2 € à la FNAC, apparemment en sociologie. Il était bradé. De Mary Wollstonecraft, Défense des droits des femmes. Alors, on pourrait croire que c'est un livre contemporain, très nouveau, or que non. La couverture, oui, mais très intéressant, et ça va pouvoir vous rappeler beaucoup de choses, aussi bien pour les musulmans, la problématique par rapport aux femmes, les femmes musulmanes et les musulmans, les hommes musulmans qui leur confisquent, pas tous, hein, mais qui leur confisquent soi-disant au nom de l'islam leurs droits, alors qu'en réalité l'islam reconnaît totalement la femme à part entière. Alors, et puis il y a aussi l'autre dimension qu'on est en train de revivre en politique actuellement. Finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé, il me semble. Ça, c'est de ce dont je me souviens la dernière fois que j'avais commencé à lire quelques lignes, quelques pages. Donc je vais vous le lire. Et puis on ira ce soir ensemble. Il y a quoi? C'est une histoire de 100 pages. 100 pages, mais c'est possible qu'on les lise vite, que vous les compreniez donc facilement. Alors je commence. Défense des droits des femmes de Mary Wollstonecraft. Présentation. J'espère que, quand on reverra votre constitution, les droits de la femme seront enfin comptés pour quelque chose et respectés comme ils doivent l'être. Paru en 1792, Défense des droits des femmes est l'un de ces textes puissants et originaux directement inspirés par la pensée des Lumières. Son auteur, Mary Wollstonecraft, née en 1759 dans les environs de Londres, d'origine bourgeoise bientôt sans fortune, elle est successivement dame de compagnie, responsable de la gestion de deux écoles et gouvernante des enfants de riches aristocrates. Ces expériences la conduisent à la publication, en 1786, de Réflexions sur l'éducation des filles, qui lui assure une certaine notoriété. Elle travaille ensuite comme traductrice pour son éditeur, Joseph Johnson, et rencontre notamment dans son salon les philosophes radicaux Thomas Paine et William Godwin. Avec eux, elle suit de près l'actualité politique en France, jusqu'à ce que la Révolution éclate, événement qui suscite leur enthousiasme. En 1790, Edmund Burke publie Reflection on the Revolution in France, Réflexion sur la Révolution de France, où il critique le droit des citoyens à la révolte et met en garde contre toute exportation d'un tel principe en Grande-Bretagne. Mary Wollstonecraft lui répond aussitôt par la publication de A Vindication of the Right of Man, Défense des droits de l'homme, dans lequel elle prend le contre-pied de ses affirmations et célèbre les acquis récents de la Révolution. Son ouvrage est salué par les progressistes. L'année suivante, elle prend connaissance du rapport sur l'instruction publique rédigé par Talleyrand et présenté à l'Assemblée nationale au début du mois de septembre 1791. Jugeant indigne la place accordée aux femmes dans ce rapport, elle décide d'y répondre. Dédié à l'ancien évêque d'Autun, auquel elle ne craint pas de s'adresser directement, son livre est une critique de l'éducation que reçoivent les filles, une dénonciation des préjugés attachés au caractère supposé des deux sexes et un plaidoyer en faveur d'une éducation où filles et garçons poursuivront ensemble les mêmes études. Lors de la publication en 1792, A Vindication of the Right of Woman est généralement bien accueillie et connaît plusieurs éditions aux États-Unis.
La traduction française paraît à Paris la même année. On ignore dans quelles circonstances, mais elle est significative de la grande effervescence d'idées alimentées continuellement par les libraires et imprimeurs parisiens de l'époque. Avant le coup d'arrêt de 1793, qui les prive de toute participation au débat politique, les femmes font entendre leur voix dans la cité. Sous forme de brochures, de pamphlets et de doléances, leurs publications se multiplient. En décembre 1792, Mary Wollstonecraft arrive à Paris. Elle fréquente le milieu girondin et rencontre Madame Roland. Bientôt liée à un Américain, Gilbert Imlay, elle donne naissance l'année suivante à une fille, Fanny, tandis que paraît un nouvel ouvrage favorable à la Révolution, An Historical and Moral View of the Origin and Progress of the French Revolution. C'est pas encore traduit. Ça, c'est le titre en anglais qui n'est pas traduit. Quand la Grande-Bretagne déclare la guerre à la France, Mary Wollstonecraft regagne Londres, puis en 1795 effectue un voyage de quelques mois en Scandinavie, dont elle laissera un récit. Une fois rompue sa liaison avec Gilbert Imlay, elle renoue avec la petite société d'intellectuels progressistes qu'elle avait fréquentée quelques années auparavant. Elle y retrouve William Godwin et l'épouse alors qu'elle est enceinte. En 1793, elle donne naissance à une seconde fille, Marie, plus tard épouse du poète Percy Shelley et auteur de Frankenstein, et meurt en couche quelques jours plus tard, à l'âge de 38 ans. Ah ouais, hein, c'est elle qui l'a écrit. Frankenstein, c'est une femme. De toute façon, ouais, c'est sûr. Enfin, après sa mort, son mari publie plusieurs textes inédits, parmi lesquels un roman inachevé, Mary or the Wrong of Woman, Maria ou le malheur d'être femme. Ah ouais. Ah ouais. C'est pas un malheur d'être femme. Et ce qui est malheureux, c'est d'être entouré d'hommes qui ne les comprennent pas. Parenthèse dans la parenthèse. Il fait également paraître des mémoires dans lesquels il ne fait pas mystère de la vie sentimentalement compliquée de celle qui fut sa femme. Loin d'être jugées intéressantes, de telles révélations discréditent les positions défendues par Mary Wollstonecraft. Si dans Promenade dans Londres en 1840, Flora Tristan salue l'audace de celle-ci, réclame la liberté de la femme comme un droit, au nom du principe sur lequel les sociétés fondent le juste et l'injuste, il faudra attendre Virginia Woolf pour voir Mary Wollstonecraft réhabilitée et considérée comme l'une des grandes figures du féminisme en Grande-Bretagne. Alors, défense des droits des femmes n'illustre pas seulement les liens étroits entre la France et la Grande-Bretagne avant et pendant la Révolution, les débats sur l'éducation qui ont occupé les esprits éclairés tout au long du XVIIIe siècle dans les deux pays, ou encore la présence déterminante d'un certain nombre de femmes, Elizabeth Montagu, Elizabeth Carter, Maria Edgeworth, Anna Barbauld, Catherine Macaulay, Fanny Burney ou Anna Moore, dans la vie intellectuelle britannique. Les extraits choisis pour la constitution de cette édition permettent la mesure de la réelle originalité des positions de Mary Wollstonecraft, appuyée sur une érudition remarquable. Tout d'abord, l'auteur ne craint pas d'intervenir dans un débat politique français. Le rapport de Talleyrand fixe en effet en termes précis les objectifs de la nation dans le domaine de l'éducation, de l'instruction primaire, gratuite mais obligatoire, à l'université et aux grandes écoles. Le droit à l'éducation doit exister pour l'un et l'autre sexe, puisqu'elle est un bien commun, y dit-on. Toutefois, Talleyrand ne manque pas de saluer les immortelles leçons de l'auteur de l'Émile et rappelle à sa suite que le toit paternel est souvent le lieu le plus propice à l'instruction des filles. Dès qu'il s'agit de considérer l'instruction secondaire payante, sauf exception a fortiori quand il est question de la formation des agents du culte et de l'armée, des médecins, des avocats ou des artistes, il n'est plus question des femmes. Dès son épître dédicatoire, Mary Wollstonecraft affirme avec force que l'éducation des femmes représente pour toute nation moderne un enjeu d'ordre moral autant que politique. Hommes et femmes ont été placés sur terre pour y développer leurs facultés, rappelle-t-elle.
L'éducation des deux sexes est la condition du progrès comme de la vertu, elle-même gage de la liberté publique. C'est pourquoi les femmes ne sauraient être dispensées d'instruction. C'est pourquoi aussi il ne saurait y avoir de constitution digne de ce nom, sans droit garanti aux femmes dans les mêmes termes qu'aux hommes. Mary Wollstonecraft appelle ensuite à une révolution des usages régissant les rapports entre les sexes. Elle observe que les femmes de la classe moyenne sont généralement éduquées dans le seul but de plaire aux hommes et de s'occuper des affaires domestiques, qu'elles sont dès lors encouragées à paraître délicates, frivoles et sentimentales, mais ça n'a pas changé, sans aucune force d'âme ni de corps. Des habitudes et des modes, telles la galanterie et la sensibilité, nuisent grandement à la possibilité d'une quelconque égalité. La galanterie et ses cérémonies dérisoires, fausses comme le libertinage, les relations entre les sexes. Elles induisent de la part des femmes une soumission puérile et des égards généralement éphémères de la part des hommes qui n'en demeurent pas moins les maîtres. Seule une réelle liberté accordée aux deux sexes, liberté qui trouve son assise dans une éducation commune conduite par la raison, est susceptible d'établir une égalité véritable au sein du mariage et de la famille. Ils ont écrit ça en 1792. On est en 2018. Faut que ça fasse réfléchir un peu le monde. Quant à la sensibilité dont Rousseau demeure l'un des avocats les plus éloquents, sa condamnation par Mary Wollstonecraft relève d'une juste observation de ses effets. Il lui paraît dangereux que les femmes soient traitées comme des créatures sensibles, c'est-à-dire menées par les sensations, les sentiments et l'imagination, et qu'elles soient convaincues de la nécessité d'en afficher les signes. À nouveau, l'auteur met en garde contre les séductions d'un comportement alors largement valorisé, qui éloigne de l'exercice de la raison et qui conduit souvent les femmes à ne pas se trouver satisfaites de la vie qu'elles mènent. Elle invite à une solide formation des esprits et à l'acquisition de connaissances qui permettent de distinguer la réalité de l'illusion. C'est la présentation, c'est pas encore ce qu'elle écrit à Talleyrand. On va le voir après. Enfin, Mary Wollstonecraft rejoint les discrètes protestations soulevées dès sa publication par le chapitre consacré à l'éducation de Sophie et plus généralement des femmes dans l'ouvrage de Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l'éducation, paru en 1762. Citation à l'appui, l'auteur réfute point par point les idées maîtresses de Rousseau dans ce domaine. Elle dénonce les effets trompeurs d'un discours qui fait la part belle à la sensibilité. Elle en souligne les paradoxes et rappelle les préjugés qui la fondent, dont celui de la nature qui ramène la femme à un statut plus voisin de l'animal que de l'être humain. Elle s'insurge que le philosophe ne voit dans la femme qu'une charmante créature faite pour plaire et se soumettre, ça change pas, toujours, préparée dès le plus jeune âge à la contrainte qui sera celle de toute une vie. Elle s'insurge de même contre le principe du gouvernement dans l'obéissance, qui consiste pour la femme à utiliser sa coquetterie afin de gouverner son mari dans la vie privée tout en affichant publiquement une totale soumission à son égard. Les rois, c'était comment? C'était les femmes, les patronnes. Aïe, aïe. Mais bon, on vous laisse croire que vous dominez. On vous laisse. Ça flatte votre ego, chers hommes. Alors, on le comprend. Mary Wollstonecraft résonne en éducatrice, mais aussi, de son propre aveu, en moraliste et en philosophe. Elle fait de la vertu, ce courage moral qui invite au bien et à la responsabilité, la pierre angulaire de la conduite privée, comme elle fait du mariage et de la famille la base du corps social. L'éducation assure aux deux sexes le même développement de leurs facultés. Elle garantit une réelle égalité entre les hommes et les femmes, des liens affectifs durables, de même que l'exercice d'une liberté bien entendue, loin de toute forme de tyrannie masculine, celle du mauvais mari aussi bien que celle du roi. Militer pour les droits auxquels les femmes doivent prétendre et que tout pays progressiste se doit de leur assurer inscrit directement les revendications de Mary Wollstonecraft dans la pensée féministe du temps et les idées qu'elle défend dans son ouvrage recevront en France un accueil favorable. En 1790, dans son essai sur l'admission des femmes au droit de cité, Condorcet avait fait observer que les droits des hommes résultent uniquement de ce qu'ils sont des êtres susceptibles d'acquérir des idées morales et de raisonner sur ces idées. Zama, nous, y a pas. Attendez. Ainsi, les femmes ayant ces mêmes qualités ont nécessairement des droits égaux. En septembre 1791,
Olympe de Gouges avait publié de son côté la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. La femme naît libre et égale à l'homme en droit, stipulait l'article 1er. Dans la France du XIXe siècle, cette affirmation utopique sera défendue sans relâche par George Sand, Marie Dagout, Flora Tristan et les fondatrices du Club de l'émancipation des femmes en 1848 avant André Léo, Hubertine Auclair ou Madeleine Pelletier. La révolution féministe est en marche, portée par des figures audacieuses dont Mary Wollstonecraft demeure sans doute possible l'une des plus inventives et des plus radicales. Martine Reid, ça c'était la présentation de Martine Reid. Alors ici c'est des extraits. Les propos de Mary Wollstonecraft que nous reproduisons ici sont extraits des Défenses des droits des femmes publiées à Paris en 1792. Cette traduction de A Vindication of the Right of Woman, dont la ponctuation et la graphie ont été modernisées, est le plus généralement fidèle à l'anglais de la fin du XVIIIe siècle. Dans la présente édition, nous avons choisi de reproduire la dédicace à Talleyrand et l'introduction à la première édition, les 2e et 4e chapitres, ainsi que la critique que l'auteur adresse à Jean-Jacques Rousseau au début du 5e chapitre. Le volume en compte 13 au total. Les notes de Mary Wollstonecraft sont appelées par des astérix, les nôtres réduites aux informations strictement nécessaires à la compréhension du texte par des chiffres arabes. Chiffres arabes, hein. On n'a rien ramené, hein. Mais bon, c'est pas grave. Défense des droits des femmes. Extrait. Épître dédicatoire. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Mary Wollstonecraft salue la nouvelle constitution dont la France vient de se doter. La première qui a été fondée sur la raison, mais réclame pour les femmes une éducation comparable à celle des hommes, ainsi que des droits civils et politiques inscrits dans la loi. Elle y voit la condition du progrès des Lumières. Alors là, c'est ce qu'elle écrit. À Monsieur de Talleyrand Périgord, ancien évêque d'Autun. Monsieur, j'ai lu avec beaucoup de plaisir votre ouvrage sur l'éducation nationale. C'est ce qui me détermine à vous dédier ce volume, chose que je fais pour la première fois de ma vie. Je me propose par là de vous engager à le lire avec attention. Un motif de plus, c'est la ferme croyance où je suis d'être entendu de vous, bonheur que je n'aurai pas auprès de beaucoup de prétendus beaux esprits qui ne savent que faire des épigrammes contre des raisonnements trop forts pour qu'ils y répondent. Je porte encore plus loin, monsieur, ma confiance respectueuse en votre intelligence. J'ose me promettre que vous ne jetterez pas mon livre de côté et ne vous hâterez point de conclure que j'ai tort parce que je n'ai pas vu comme vous. Pardon de ma franchise, mais je crois devoir vous observer que vous avez passé trop rapidement sur ce sujet, vous contentant de le considérer aussi légèrement qu'autrefois, quand les droits de l'homme, pour ne pas parler de ceux de la femme, étaient foulés aux pieds comme chimériques. Je vous somme donc aujourd'hui de peser ce que j'ai à avancer relativement aux droits de la femme et à l'éducation nationale, et je vous rappelle à ce devoir avec la voix forte de l'humanité, car j'ose croire, monsieur, avoir raisonné sans passion. Je plaide pour mon sexe, j'en conviens, mais non pour moi-même. Je regarde depuis longtemps l'indépendance comme le plus grand bonheur de cette vie, et même comme la base de toute vertu, et cette indépendance, je me l'assurerai toujours en resserrant mes besoins. Dussé-je vivre sur des landes stériles. Elle était bonne, cette Marie. Hein. Ce n'est donc qu'une affection pure pour toute l'espèce humaine qui fait courir ma plume à l'appui de ce que je regarde comme la cause de la vertu. C'est encore le même motif qui m'inspire le désir ardent de voir mon sexe placé de manière à ce qu'il avance, au lieu de le retarder, le progrès de ces grands principes qui rendent la morale substantielle. Dans le fait, mon opinion relativement aux droits et aux devoirs de la femme me semble découler si naturellement de ces principes simples que je regarde comme presque impossible de ne pas m'être rencontré avec quelques-unes de ces têtes fortes et vastes qui ont formé votre admirable constitution. Ouais. Il est certes que les Lumières sont plus généralement répandues en France que dans toute autre partie de l'Europe, et je l'attribue en grande partie aux rapports sociaux qui existent depuis longtemps entre les deux sexes. Mais je l'avouerai librement, je crois que cette communication y a gâté en ce qu'on a, pour ainsi dire, extrait l'essence même des plaisirs sensuels pour en flatter le goût de voluptueux, et qu'on a vu
prévaloir une espèce de libertinage sentimental qui, joint au système de duplicité qu'enseignait chez vous toute la marche du gouvernement politique et civil, a donné au caractère français une sorte de sagacité sinistre qu'on ne saurait rendre mieux que par le mot de finesse et un poli apparent dans les mœurs propres à en altérer la substance en bannissant la sincérité du commerce de la vie. Waouh. Ouais, d'actualité. Quant à la modestie, ce plus bel attrait de la vertu, jamais elle n'a reçu, même en Angleterre, d'aussi cruel outrage qu'en France, où l'on est venu à ce point que les femmes, où l'on en est venu à ce point que les femmes ont traité de pruderie ce respect pour la décence que les brutes même observent par instinct. Les usages et les mœurs se tiennent de si près qu'on les a trop souvent confondus. Mais quoique les premiers ne soient que le reflet naturel des dernières, cependant quand différentes causes ont produit des usages corrompus et factices, qu'on saisit et qu'on s'empresse d'imiter au sortir de l'enfance, la morale n'est bientôt plus qu'un vain nom. On est en plein dedans, il n'y a plus de morale. Il n'y a plus de morale. Rien, zéro, nada. Keo keo. La réserve passionnée. Parce que j'ai mis le flash, hein, parce que c'est un peu la nuit. Alors, ça m'aveugle un peu. Alors, on va faire ça comme ça. Alors, la réserve personnelle, le respect sacré pour la propreté et les procédés délicats dans la vie domestique, méprisés presque généralement par les femmes françaises, sont pourtant les bases sur lesquelles repose la modestie. Mais loin de continuer à les dédaigner, si la pure flamme du patriotisme est parvenue jusqu'à leur cœur, elles travailleront aussi à perfectionner les mœurs de leurs concitoyens, en apprenant aux hommes non seulement à respecter la modestie dans les femmes, mais en apprenant aux hommes non seulement à respecter la modestie dans les femmes, mais à l'acquérir eux-mêmes comme le seul moyen de mériter l'estime de notre sexe. Alors ça, c'est clair. Dans ma réclamation des droits de la femme, mon principal argument est établi sur ce principe simple que si la femme n'est point préparée par l'éducation à devenir la compagne de l'homme, elle arrêtera le progrès des Lumières, car la vérité doit être commune aux deux sexes, ou nous courons le risque de la voir sans effet par rapport à son influence dans la pratique générale. Et comment veut-on que la femme y coopère, à moins qu'elle ne sache de quelle manière elle doit être vertueuse, à moins que la liberté ne fortifie sa raison jusqu'à lui faire sentir et embrasser ses devoirs et lui montrer de quelle manière ils sont liés avec son bien réel. S'il faut élever les enfants à entendre les vrais principes du patriotisme, certes il faut aussi que leur mère soit patriote, et ce saint amour de l'humanité, d'où sort la suite bien réglée des vertus, ne peut être produit que par la considération des intérêts moraux et civils du genre humain. Or, il faut avouer que l'éducation actuelle des femmes ainsi que la place où elles se trouvent leur rend impossible d'acquérir ces connaissances. J'ai présenté dans cet ouvrage plusieurs arguments décisifs, suivant moi, pour prouver que la notion reçue d'un caractère sexuel était subversive de toute morale, et j'ai soutenu que pour perfectionner le corps et le cœur humain, il fallait que la chasteté s'établisse plus universellement, que la chasteté ne serait jamais respectée par les hommes, jusqu'à ce qu'on cessât d'adorer la personne d'une femme comme une idole, ainsi qu'on le fait quand un peu de sens commun ou de vertu commence à l'embellir de grands traits de la beauté mentale et de l'intéressante simplicité de l'affection. La beauté mentale. Il nous en faudrait une aujourd'hui. Mary Wollstonecraft. Ouais. Voyez, monsieur, avec impartialité ces observations. Un rayon de cette vérité a paru luire à vos yeux quand vous avez dit que voir une moitié de l'espèce humaine exclue par l'autre de toute participation au gouvernement était un phénomène politique inexplicable à ne consulter rigoureusement que les principes. S'il en est ainsi, sur quoi repose donc votre Constitution ? Si les droits abstraits de l'homme supportent la discussion et le développement, je suis aussi fondé à soutenir que ceux de la femme ne craignent pas la même épreuve, quoiqu'il prévaille dans ce pays-ci une opinion différente
qu'on appuie précisément par les mêmes raisons dont vous vous servez pour justifier l'oppression de notre sexe. Je veux dire de la prescription. La prescription. Examinez et songez que je m'adresse à vous comme à un législateur, si les hommes voulant être pris pour juges de ce qui peut faire leur bonheur quand ils revendiquent leur liberté. Il n'est pas déraisonnable et injuste de subjuguer les femmes lors même que vous seriez persuadés que vous travaillez pour le mieux au leur. De quel droit les hommes s'arrogent-ils les fonctions exclusives de juges si les femmes partagent avec eux le bienfait de la raison? C'est dans ce style que raisonnent les tyrans de toute espèce, depuis le faible monarque jusqu'au faible père de famille. Ils n'ont rien de plus au cœur que d'imposer silence à la raison, et cependant ils vous assurent toujours qu'ils n'usurpent leur trône que pour votre avantage. Ouais, les imams, les hommes musulmans qui parlent pour les femmes, c'est pourtant bien, mon enfant. C'est pourtant bien, ma chérie. Moi, je te veux du bien, je te veux pas du mal. Je vais penser à ta place. Te fatigue pas. Bon, on continue. Alors, où en sommes-nous? Je vous lis encore un peu, là, on est déjà à la page 25. Je vous ai lu un quart du livre. Mais ouais, c'est bien, franchement. Fort. Alors, là, j'ai le flash dans les yeux. Alors. Ah oui. Et cependant, ils vous assurent toujours qu'ils n'usurpent pas leur trône que pour votre avantage. Ne vous conduisez-vous pas précisément comme eux quand vous forcez toutes les femmes en leur refusant leurs droits civils et politiques? Moi, avec mon foulard à moitié, je rentrerai au Parlement. C'est dans ce style que raisonnent les tyrans de toute espèce, depuis le faible monarque, ça je l'ai déjà lu. Politique. À rester emprisonnés dans leur famille, se traînant au hasard dans les ténèbres. Je vais reprendre la phrase, parce que j'ai la lumière. Ne vous conduisez-vous pas précisément comme eux quand vous forcez toutes les femmes en leur refusant, je m'adresse au gouvernement français, et même belge d'ailleurs, en refusant leurs droits civils et politiques, à rester emprisonnés dans leur famille, se traînant au hasard dans les ténèbres, car sûrement, monsieur, vous ne prétendrez pas qu'un devoir qui n'est point fondé sur la raison puisse être obligatoire. Si le sort auquel vous avez condamné les femmes est en effet leur destination, la raison doit vous en fournir des preuves. Cédant à cette puissance auguste, plus elles acquerront d'intelligence, plus elles seront dociles et attachées à leurs devoirs qu'elles connaîtront. En effet, car à moins qu'elles ne les connaissent, à moins que leurs mœurs ne soient établies sur les mêmes principes immuables que celles des hommes, il n'est point d'autorité qui les puisse obliger à s'en acquitter d'une manière vertueuse, et autrement, elles seraient des esclaves commodes, mais l'esclavage aurait son effet infaillible de dégrader le maître et l'objet avili par la dépendance. Mais si les femmes doivent être exclues de la participation aux droits naturels du genre humain, et totalement privées de donner leur voix, du moins dans ce qui les concerne particulièrement, prouvez d'abord, pour vous laver du reproche d'injustice et d'abus, qu'elles manquent de raison. Autrement, cette tâche dans votre nouvelle constitution, la première qui a été fondée sur la raison, témoignera toujours au siècle à venir que l'homme ne peut s'empêcher d'agir en tyran, et la tyrannie dans quelque partie de la société qu'elle lève son front d'airain détruira toujours la moralité. J'ai mis en avant et soutenu à plusieurs reprises ce qui me paraissait être des raisonnements irrésistibles, tirés de points de fait pour prouver mon assertion, que les femmes ne sauraient être confinées par force dans les affaires domestiques, parce que malgré leur ignorance, elles voudront toujours s'immiscer dans d'autres plus importantes et négligeront leurs devoirs particuliers uniquement pour troubler par de petites finesses puériles mais gênantes les plans réglés et vastes de la raison auxquels leur éducation peu soignée ne permettra pas à leur intelligence d'atteindre.
faut s'accrocher. Hein. En outre, tant qu'on ne les regardera que comme faites pour acquérir quelques faibles avantages personnels, les hommes chercheront le plaisir dans la variété, et des maris infidèles continueront à faire des femmes infidèles. Voilà, des maris infidèles continueront à faire des femmes infidèles. Réfléchissez. Je m'adresse aussi à la communauté musulmane, surtout à la communauté musulmane. En effet, des êtres de cette ignorance paraîtront bien excusables si lorsqu'on ne leur aura point appris à respecter le bien public et que de plus tous les droits civils leur sont refusés, ils essaient de se faire justice et chercher ailleurs une sorte de compensation. La funeste boîte de Pandore étant ainsi ouverte dans la société, qu'est-ce qui sauvera la vertu privée, l'unique gage de la liberté publique et du bonheur universel? Ôter ces restrictions injustes établies dans la société et la loi commune et naturelle de l'attraction prévalant, les sexes se rangeront d'eux-mêmes à leur véritable place. Aujourd'hui, que des lois équitables vont modeler, pour ainsi dire, vos citoyens, le mariage peut et doit devenir plus sacré. Vos jeunes gens pourront consulter leurs affections en choisissant des femmes, et vos jeunes filles déraciner la vanité de leur cœur pour y faire placer un amour honnête. Un père de famille n'ira donc plus affaiblir son tempérament et avilir son âme chez une prostituée. Il n'oubliera plus, en obéissant à l'instinct de la nature, le but qu'elle lui indique. L'épouse ne négligera plus ses enfants pour se livrer à une coquetterie ridicule et coupable quand le bon sens et la modestie lui assureront le cœur de son époux. Mais tant que les hommes ne songeront point à remplir les devoirs de la paternité, hein, combien de pères fuyards, combien de femmes, de mères célibataires. Écoutez bien, c'est pas une musulmane qui le dit. Hein. C'est ce qu'était la France 1791. Et on veut nous la faire à l'envers. Croyez qu'on n'est pas instruit. Hein. Croyez qu'on s'instruit pas. Alors, on apprend tous ensemble d'ailleurs. C'est pour ça que je partage. Là, je vois pas très bien, j'ai le flash dans les yeux. Un peu mal aux yeux là. Je vais terminer jusqu'à la page 27 et je m'arrêterai. J'espère que vous le procurerez parce que c'est quelque chose de très, très bien. Mais tant que les hommes ne songeront point à remplir les devoirs de la paternité, ce serait en vain qu'on attendrait des femmes qu'elles consacrent leur temps au devoir du ménage, ayant la prudence du siècle, comme dit l'Évangile. Elles aimeront mieux le passer devant leur miroir, car ce déploiement de leur adresse n'est qu'un instinct de la nature pour se mettre en état d'obtenir indirectement un peu de ce pouvoir dans le partage duquel on a l'injustice de les exclure. Il y a trop de lumière dans l'œil, j'ai mal. En effet, si l'on interdit aux femmes de jouir de leurs droits légitimes, elles rendront les hommes vicieux comme elles, pour en obtenir par séduction des privilèges illicites. Je désire, monsieur, éveiller les esprits en France sur cette matière, et si leur recherche confirme mes principes, j'espère que quand on reverra votre Constitution, j'espère la voir, la Constitution 2018-2019, on reverra votre Constitution, les droits de la femme seront enfin comptés pour quelque chose et respectés comme ils doivent l'être, surtout lorsqu'il sera bien prouvé, comme cela ne peut manquer de l'être, que la raison exige qu'on fasse attention à leurs plaintes et réclame hautement justice pour une moitié de l'espèce. Je suis, avec respect, monsieur, votre. Voilà, bonne soirée et bonne méditation.